Bonjour, je lance avec cette vidéo une nouvelle série d'émissions dans lesquelles je parcourrai chaque semaine l'actualité des jours précédents pour parler à la fois d'événements que nous avons traités ou que nous traiterons sur le site, mais aussi pour évoquer des sujets sur lesquels nous n'écrirons pas, faute de temps, ou qui méritent d'être connus sans nécessiter forcément un article. Je commencerai par l'emballage, je crois qu'on peut dire ça, du Pont Neuf par l'artiste JR qui veut rendre hommage à celui de Christo il y a 40 ans. J'avoue que je ne l'ai pas vu, car je ne suis pas passé à proximité depuis son installation et je ne me suis pas rendu spécialement sur place pour la voir. Tout cela m'ennuie un peu. D'abord, ça sort de notre champ, comme l'art contemporain en général. Mais le Pont Neuf est un pont historique, qui lui relève de notre domaine. Sur le fond, beau ou pas beau, ce n'est pas très grave, puisque c'est temporaire et que cela ne doit pas durer plus d'un mois et demi. Cependant, je ne vois pas bien l'intérêt de cette performance, qui fait subir un tel traitement à un des monuments historiques les plus emblématiques de Paris. Je doute que les touristes qui viendront à Paris dans les jours prochains viennent pour cela, et non pour le Pont Neuf. C'est quand même assez typique de cette manière dont les artistes contemporains, bons ou médiocres, ce n'est pas le problème, s'approprient le patrimoine pour leur propre gloire. Ce que j'appelle le syndrome du coucou. On pourrait très bien imaginer que JR fasse ce type de choses ailleurs, mais évidemment, ce serait moins prestigieux. Je voudrais quand même signaler un point que peu de gens connaissent, et sur lequel je n'ai rien écrit, faute de pouvoir enquêter précisément. Pourtant, des sources certaines et proches du dossier m'ont renseigné. Quand Christo avait emballé l'Arc de Triomphe, tout le monde avait trouvé ça formidable. Mais cette opération n'avait pas été anodine pour le monument, qui a souffert de cet emballage. J'espère en tout cas que le Pont Neuf ne sera pas détérioré, car tout cela reste quand même un gadget. JR est-il un bon artiste? Je ne me prononcerai pas sur ce point, je ne suis pas critique d'art contemporain. Il faut quand même constater que tout cela est un peu puéril, comme d'ailleurs tout ce que fait JR. On se rappelle par exemple de sa performance au Panthéon. Remarquons que cette installation ne plaît pas à tout le monde. Télérama, qu'on ne peut pas soupçonner d'être hostile à l'art contemporain par principe, n'a pas beaucoup aimé. L'auteur de la critique n'est pas hostile par principe à JR, dont il préférait les œuvres précédentes. Le Figaro a publié un article très intéressant sur le financement de l'œuvre, et tout cela n'est pas très clair. On nous dit que le prix global et le détail seront révélés à la fin, car il pourrait y avoir des dépassements de budget. On verra bien. Ce que j'espère simplement, c'est qu'aucune collectivité publique, que ni le ministère de la Culture, ni la Ville de Paris, ne seront mises à contribution, parce que je ne suis pas certain que par les temps qui courent, alors que les monuments historiques parisiens et français sont mis à mal, emballer le Pont Neuf soit une priorité. À propos de monuments parisiens mis à mal, il faut évidemment parler du Louvre, encore une fois, et de son projet Grande Colonnade. J'ai abondamment publié sur le site et je suis intervenu fréquemment sur des radios et des télévisions pour expliquer en quoi ce projet était inutile, coûteux et non financé. On sait maintenant en plus qu'il est d'une grande médiocrité. Espérons qu'il ne se fera pas. En tout cas, nous continuerons à suivre ce dossier, sachant que le président du Louvre, Christophe Leribaud, a dit que les travaux ne commenceraient pas avant 2028. Il peut s'en passer des choses avant cette date. Quant aux mécènes, nous leur lançons un appel. Si vous aimez le Louvre, ne financez pas ce projet. Puisque nous parlons de monuments historiques, un autre est en péril. Le château de Chambord. Une aile, nous dit-on, menace de s'effondrer. Et il faudrait 27 millions d'euros pour la restaurer. Ce qui, convenons-en, est quand même une somme dérisoire par rapport au budget de l'État et même par rapport à celui du ministère de la Culture. Comment ceux-ci peuvent-ils laisser un monument tel que Chambord en déshérence et attendre que sa restauration dépende du privé? On a entendu que Nicolas de Villiers, fils de Philippe de Villiers, avait proposé que le Puy du Fou s'installe à Chambord pour organiser des spectacles susceptibles de générer, nous dit-il, pas moins de 100 millions d'euros. Personnellement, je ne suis pas du tout favorable à cette solution. Le ministère de la Culture a d'ailleurs refusé, mais son prétexte est absurde, disant qu'il ne restait qu'un an avant les élections présidentielles et qu'on ne pouvait pas lancer de grands projets culturels. C'est un argument qui ne tient pas. Il est évident que le refus a pour raison des considérations idéologiques. Remarquons simplement que Pierre Dubreuil, le directeur du château, avait déjà refusé un spectacle que proposait Patrick Boucheron, car celui-ci, historien woke bien connu, était trop à gauche. Donc il s'agit bien d'une idéologie contre une autre. Est-ce que Chambord est légitime pour proposer des spectacles qui soient marqués plutôt à gauche ou plutôt à droite? Je ne pense pas. Je ne suis jamais allé au Puy du Fou, et peu importe. Je me place uniquement sur le plan du patrimoine. Pour organiser des spectacles, il faut installer des infrastructures, gradins, scènes de théâtre, qui peuvent abîmer le château et ses abords. Chambord, donc, est un château. Ce n'est pas un parc d'attractions, ce n'est pas une salle de spectacle.
C'est à son propriétaire, l'État, de l'entretenir et de le restaurer. Revenons 2 minutes au Louvre, plus précisément au Louvre-Lens. On a appris que la Coupe de France, ceux qui ne le savent pas et qui ne s'intéressent pas au football sont peut-être passés à côté de cette actualité, mais la Coupe de France a été gagnée par le Racing Club de Lens. On apprend donc que la Coupe de France sera exposée dans les salles du Louvre-Lens. Ça n'est pas bien grave, évidemment. C'est évidemment anecdotique. On se rappelle d'ailleurs que le Louvre-Lens avait déjà exposé des artefacts appartenant aux footballeurs et aux supporters de football. Mais on nous a toujours dit que le Louvre-Lens, c'était le Louvre. Est-ce que c'est vraiment le rôle du Louvre, donc, d'exposer une coupe gagnée par une équipe de football ? Je ne suis pas certain, je suis même certain du contraire. En même temps, c'est tellement ridicule qu'il faut mieux en rire que de s'en offusquer. Parlons enfin de la Société de l'Histoire de l'Art français. Je veux rendre hommage à cette société très ancienne, créée en 1870, et qui est d'utilité publique. Elle a toujours été très active, et depuis quelque temps, elle l'est encore davantage. Tous les mois, 2 historiens de l'art viennent faire une communication devant ses membres, et cette communication est ensuite publiée dans un bulletin annuel. Si la parution de ce bulletin avait pris beaucoup de retard ces dernières années, il est en train de le rattraper, à raison de 2 publications par an. À ce bulletin passionnant s'ajoute aussi une autre série de livres, les archives de l'art français, également des études d'histoire de l'art qui se basent, comme leur nom l'indique, sur le dépouillement d'archives. Ajoutons aussi la série des correspondances des directeurs de l'Académie de France à Rome, qui représente une mine d'informations. Plus récemment, ils ont mis en ligne un site internet que j'encourage tous nos lecteurs à aller visiter. Je mettrai les liens dans un article que je publierai bientôt. Notons aussi que désormais, une grande partie des anciennes publications se trouvent sur internet sur le site Gallica et que d'autres seront bientôt numérisées. La société organise aussi régulièrement des visites privées de musées, d'expositions ou de monuments. Et donc j'invite tous les lecteurs, tous les auditeurs de ce site à adhérer à la Société de l'Histoire de l'Art français. Il faut savoir que la cotisation est en grande partie déductible des impôts et qu'elle donne droit à l'envoi du bulletin de l'année en cours. Une dernière chose enfin que j'ai apprise incidemment lors de la dernière Assemblée Générale de la Société. La Revue de l'Art, autre revue prestigieuse, qui était mise en ligne sur le site Percé, mais sans images pour des questions absurdes de droit, alors que les photos sont pour la plupart celles d'œuvres entrées dans le domaine public, la Revue de l'Art donc est désormais sur le site cairn, cairn.info, et tous les articles qui n'avaient pas d'image en ont. Seuls les derniers numéros parus ne sont pas sur le site, ce qui est normal, mais vous trouverez là aussi, là encore, une mine d'informations formidable. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour parler d'autres actualités, et bien sûr, en attendant, des articles seront mis quotidiennement en ligne sur la Tribune de l'Art, ainsi qu'un nouveau podcast. Notre invité sera Marie-Vonne de Saint-Pulgent. À bientôt.